Après avoir étudié le royaume de Carchemish, nous arrivons aujourd'hui dans ce qu'on appelle le triangle du Khabour. Il s'agit de la région formée par le haut Khabour et ses affluents. Sur une carte, elle a la forme d'un triangle dont la pointe inférieure se situe à l'emplacement de la ville actuelle de Hasakeh, al-Hasaka, sur cette carte que vous avez à l'écran. Au nord, la limite géographique est constituée par le rebord montagneux du prolongement du Taurus oriental, appelé localement Turabdin. Et il faut souligner que la frontière actuelle entre la Turquie et la Syrie est largement artificielle puisqu'elle suit le cours du Bagdad-Ban, le chemin de fer construit à l'époque ottomane et qui reliait Berlin à Bagdad. Le cours d'aujourd'hui et les deux suivants seront consacrés à cette région au cœur de la Haute-Mésopotamie et qui offre une triple caractéristique. Elle forme une plaine fertile et bien arrosée par la pluie, avec une moyenne de 300 mm de précipitations par an, essentiellement de décembre à mars. L'agriculture n'a pas besoin d'irrigation artificielle. La région est parcourue par de nombreux affluents du Khabour qui sont généralement orientés du nord vers le sud. Deuxième caractéristique, cette région se trouve à proximité d'une montagne aux ressources abondantes. Pierres, bois et minerais, autant de matières premières qui font défaut à la plaine, avec deux exceptions, le peuplier qui pousse le long des cours des rivières, et puis la présence d'un ancien volcan, le Kaukab, près de Hasakeh, qui peut éventuellement fournir du basalte. Enfin, cette zone constitue une sorte de couloir pour le trafic est-ouest entre la région du Turabdin et puis la région du Djebel Sinjar et du Djebel Abdelaziz. À l'intérieur du triangle du Khabour, nous disposons de quelques points fixes assurés. Nous avons la ville de Nagar qui est cherchée à Tel Brak. Nous avons Urgish qui se situe à Tel Mozan. Tel Leilan correspond à la ville antique de Cherna, plus connue sous son autre nom de Shubat Enlil. On en parlera dans 2 semaines. Tel Barri est à peu près sûrement l'antique Karat. Et enfin, Ashnakoum est à localiser à Shagar Bazar. Nous y reviendrons dans un instant. Nous reparlerons donc dans les 3 séances qui viennent abondamment de géographie historique et je vous rappelle que les volumes de la série que nous appelons MTT, les matériaux pour la topographie et la toponymie, sont disponibles sur le site Open Edition Book. Une fois de plus, j'ai un peu modifié le découpage des cours par rapport à ce que j'avais annoncé il y a déjà quelques mois. Ce lundi et lundi prochain, nous allons nous livrer à des études de cas différents, et ce sera intéressant du point de vue de la méthode. Le premier cas va partir d'une fouille et aboutira à l'identification du site, puisque, comme je l'ai dit, Shagar Bazar peut désormais être tenu de façon sûre comme l'antique ville d'Ashnakoum. Tandis que lundi prochain, nous partirons de ce que disent les textes à propos de 2 villes proches, à savoir Ilan Soura et Nahur, et nous essaierons de voir où les sites correspondants pourraient être recherchés sur le terrain. Quand j'ai effectué le découpage des séances du cours de cette année, j'avoue que je n'avais pas fait attention à ce que la séquence Carchemish-Ashnakoum pouvait avoir d'amusant. En effet, nous restons dans la littérature anglaise tout en changeant de registre. La semaine dernière planait l'ombre de Laurence d'Arabie et des 7 piliers de la sagesse, et aujourd'hui, ce sera la figure d'Agatha Christie. Les fouilles se sont déroulées en 2 phases, de 1936 à 1938. Vous allez voir que c'est là qu'intervient Agatha Christie, et puis de 1999 à 2011. Tout commence entre les 2 guerres
l'archéologue anglais Max Mallowan avait été l'assistant de Woolley à Our à partir de la 4e campagne en 1925-26. Et en 1929-30, lors de la 8e campagne, parmi les visiteurs que la mission avait l'habitude de recevoir, il y eut une certaine Agatha Christie. Elle avait déjà commencé à écrire les romans policiers qui l'ont rendue célèbre. Elle avait récemment divorcé et elle voyageait vers des destinations alors exotiques. Woolley, qui avait épousé en 1927 Catherine Keeling, la dessinatrice de la mission, sentit peut-être les risques qu'il encourait de la part de sa femme s'il guidait lui-même la romancière sur le site. Là, j'invente, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a demandé à son assistant Mallowan de s'en charger. Mais Agatha dut écourter son séjour sur le site parce qu'elle a appris que sa fille avait contracté une pneumonie. Et dans sa hâte pour préparer son retour, elle se fit une entorse à la cheville. Et donc, en bon chevalier servant, Mallowan a proposé de la raccompagner en Angleterre, et c'est ainsi que se rapprochèrent deux êtres que tout ou presque auraient dû séparer. Mallowan avait alors 26 ans, Agatha Christie 15 ans de plus. Vous me direz, il y a d'autres couples. Mais il y avait quelque chose à l'époque qui était encore plus gênant, si je puis dire, c'est qu'elle était anglicane et lui était catholique. Eh bien, par amour, Mallowan a décidé de se convertir et leur mariage a été célébré en septembre 1930. Alors, pour rester dans un registre un peu léger, on deviendra beaucoup plus sérieux, rassurez-vous, par la suite, je vous rappellerai cette citation attribuée à Agatha Christie. Un archéologue est le meilleur mari qu'une femme puisse avoir, plus elle vieillit, plus il s'intéresse à elle. Alors, il paraît qu'en réalité, cette phrase a été inventée par un journaliste qui l'a attribuée à Agatha Christie pour se moquer d'elle. Mais certains prétendent qu'elle aurait trouvé la phrase si drôle qu'elle n'aurait pas hésité à l'utiliser elle-même. Quoi qu'il en soit, Mallowan, l'année d'après leur mariage, a dû retourner à Our pour la campagne suivante, mais Catherine Woolley s'opposa fermement à la présence d'Agatha. Et du coup, Mallowan cessa sa collaboration avec Woolley. Il participa en 1931-32 à la 3e campagne de fouilles de Campbell Thompson à Ninive et au passage, je vous signale une rareté, un film de 30 minutes tourné à Ninive dans les années 30, sans doute par Thompson lui-même, et qui a été mis en ligne sur le site de la Royal Asiatic Society. Contrairement à Thompson, Mallowan ne se souciait pas des tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal. Il entreprit un sondage de 25 mètres de profondeur où fut pour la première fois définie la fameuse céramique dite Ninivite V qui remontait au IIIe millénaire. Et puis Mallowan a décidé de voler de ses propres ailes. En 1933, le British Museum finança ses fouilles à Arpachia, site proto-historique non loin de Ninive, où il découvrit de magnifiques céramiques de l'époque de Halaf. C'est difficile d'aller les voir au musée d'Alep pour l'instant, mais il y en a beaucoup au British Museum. Cependant, pas au musée d'Alep, pardon, enfin, il y en a aussi au musée d'Alep. La nouvelle loi des Antiquités étant entrée en vigueur en Irak, eh bien, Mallowan décida de passer en Syrie où le partage des antiquités était toujours en vigueur, ce qui permettait d'être financé par des musées. Il a commencé en 1934 par une prospection dans la vallée du Khabour, dans la vallée du Balir et le triangle du Khabour, et il a finalement décidé de fouiller deux sites, Chagar Bazar de 1935 à 1937, et ensuite Tel Brak de 1937 à 1938. Si vous désirez, vous pouvez en savoir plus en lisant les mémoires des deux protagonistes de cette histoire, parus la même année, en 1977, juste après la mort de Dame Agatha. Mais Agatha Christie a fait plus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a écrit ses souvenirs sur les fouilles de Chagar Bazar. Le livre, intitulé « Come, Tell Me How You Live », apparu en 1946,
il a connu un assez beau succès, au point qu'il a fait l'objet de 2 traductions en français. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un livre d'archéologie. Au contraire de Katharine Woolley, Agatha Christie ne devint pas une archéologue de chantier. Elle participait cependant aux travaux, notamment la photographie et le remontage de la céramique. Et le livre grouille d'anecdotes amusantes, mais je ne vous en divulgâcherai pas le contenu si l'envie vous prenait de le lire. La fouille de Chagar-Bazar a repris à partir de 1999 en associant 3 partenaires: la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie, représentée par Abdelmassir Bagdo, la British School of Archaeology in Iraq, dont l'équipe était dirigée par Augusta McMahon, qui était alors en poste à Cambridge, et l'Université de Liège, dont l'équipe était dirigée par Eunhan Tunja, alors professeur à Liège. Cette coopération tripartite cessa après 2002 et la fouille reprit dans une formule simplement syro-belge entre 2005 et 2011. Le but de la fouille était double. Reprendre l'étude des niveaux proto-historiques, nos connaissances de cette période et les techniques de fouille ayant beaucoup progressé depuis l'époque de Malowan. Mais je n'en dirai pas plus puisque ça n'entre pas dans le cadre du cours d'aujourd'hui. Et puis reprendre l'étude du niveau paléo-babylonien de façon à mieux évaluer et, si possible, compléter les découvertes architecturales et épigraphiques de Malowan. Le contexte a entre-temps beaucoup changé, puisque, par exemple, Shubat-Enlil, la grande capitale régionale, est désormais localisée à Tel Leilan, on y reviendra dans 2 semaines, et Chagar-Bazar est simplement situé à 2 étapes, c'est-à-dire 70 km à l'ouest de Tel Leilan. Alors, il me faut maintenant présenter le site. Chagar-Bazar se trouve sur la rive occidentale du Wadi Khanzir, un affluent du Djag-Djag qui se jette lui-même dans le Khabour. Et le Wadi Khanzir prend sa source dans le Turabdin, dont le piémont est à 50 km au nord du site, depuis lequel on voit très bien la montagne à l'horizon. Un élément intéressant dans l'histoire du site a particulièrement retenu l'attention d'Augusta McMahon. Pourquoi cette localité, occupée depuis le 5e millénaire, a-t-elle été abandonnée vers la fin du 3e millénaire, puis réoccupée vers 1850 à peu près? Eh bien, il se pourrait que des considérations stratégiques expliquent cette réoccupation. Chagar-Bazar formait déjà un tel très élevé, et la plaine environnante, complètement plate, permettait du coup de voir très loin. Récemment, Eunhan Tunja a procédé à un bilan des fouilles qui ont eu lieu depuis 1935. Il s'est rendu compte que l'extrémité méridionale du chantier A, fouillé par Augusta McMahon, appartenait en fait au complexe palatial qui avait été découvert par Malowan et dont la fouille a été prolongée par lui au chantier I. Mais une partie de ce complexe palatial a disparu du fait de l'érosion. On voit ici très bien ce creux, n'est-ce pas? Et ici, je dois souligner une différence essentielle dans l'archéologie mésopotamienne. Au sud, les tels ont été essentiellement victimes de l'érosion éolienne, un phénomène qu'on a mis longtemps à comprendre à la fois dans son importance et dans ses modalités. Mais au nord, c'est l'érosion pluviale qui a fait des dégâts, et souvent encore plus considérables. D'où l'impression que certains tels se détachent comme des montagnes dans le paysage, en particulier Tel Brak, qui culmine à 43 mètres au-dessus de la plaine environnante. À Chagar-Bazar, le chantier A été séparé du chantier I par un ravin, mais le complexe palatial s'étendait sur les 2 zones, couvrant, selon la reconstitution de Tunja, une superficie d'au moins 1 hectare. Par ailleurs, les textes indiquent
que de manière, je dirais, classique dans la région, Ashnakum comportait une sorte d'acropole décrite par le terme de Kirchum. Elle correspond au tel actuel et le palais est décrit comme palais de l'acropole. La ville basse devait être désignée comme ailleurs par le mot Adashum. Selon Tunja, elle a complètement disparu du fait de l'érosion. Donc le tel qui existe, c'est uniquement la ville haute. Les fouilles, tant anciennes que récentes, ont livré de nombreuses tablettes. À ce jour, on compte 124 textes des vieilles fouilles, en cours de traitement sur la base de données Archibab, et 225 issus des nouvelles fouilles jusqu'en 2002 et qui sont présents sur Archibab depuis longtemps. L'histoire de la publication de tous ces textes mérite d'être brièvement racontée. L'épigraphiste de Malowan fut Cyril Gad, conservateur au British Museum. Alors, il n'est pas nommé dans le livre d'Agatha Christie, mais c'est notamment à son sujet qu'une anecdote amusante est racontée. Mais j'ai promis de ne pas en dire plus, donc je me retiens. Gad a publié rapidement 2 rapports préliminaires où il a donné un catalogue complet des découvertes épigraphiques et la copie d'un échantillon de 17 tablettes, celles qu'il jugeait les plus intéressantes, le reste étant considéré comme répétitif et donc indigne d'être intégralement publié, je le cite presque mot à mot. Par la suite, on a mieux compris l'intérêt de disposer de séries complètes dans le cas des textes administratifs. Et donc, en 1969, Oswald Loretz, que nous avons déjà rencontré à propos d'Al-Alar, donna la copie et l'édition de toutes les tablettes conservées au British Museum, il y en avait 61, et Loretz avait également prévu de copier et éditer les 63 tablettes conservées au musée d'Alep, mais à l'époque, on n'a pas réussi à les retrouver. 11 d'entre elles ont été retrouvées un peu plus tard, ce qui a permis à l'Américain Daniel Snell de les publier en 1983. Et finalement, Hamido Hammadeh, le conservateur des tablettes à Alep, a réussi à trouver le reste. Et du coup, la totalité des tablettes anciennes, comme celles de Londres comme celles d'Alep, ont été publiées ou republiées par Philippe Talon en 1997, les tablettes d'Alep ayant été copiées par Hammadeh. Cependant, cette édition n'est pas entièrement satisfaisante et une réédition électronique sur la base des collations effectuées par Denis Lacambre est actuellement en cours sur la base de données Archibab et ça devrait aboutir d'ici l'été. Pour la mission récente, les tablettes publiées ont été trouvées lors de la 2e campagne en 2000, de la 3e en 2001 et de la 4e en 2002. Les épigraphistes étaient Denis Lacambre en 2000 et 2001 et Adelina Millet-Alba en 2002. Ils ont donc été les principaux contributeurs du livre collectif Chagar Bazar 3, paru en 2008. Denis Lacambre doit encore publier les 147 tablettes et fragments qui ont été découverts entre 2005 et 2011, et c'est sur ce lot de textes qu'a porté sa communication au colloque de mai 2023 sur les archives paléo-babyloniennes que vous pouvez revoir sur le site du collège. Toutes les tablettes découvertes datent de l'époque de Samsi-Adou. Il est désormais clair qu'elles ont été originellement conservées dans un seul grand bâtiment, le palais dont je parlais tout à l'heure, et il semble que les tablettes découvertes par Malowan ont été retrouvées in situ. Jesper Eidem a fait remarquer qu'elles étaient associées à des tessons de grandes jarres de stockage qui pourraient fort bien avoir servi à les conserver, comme c'est attesté par ailleurs, notamment pour les tablettes de repas du roi dans la salle 5 du palais de Marie. Et il notait l'homogénéité chronologique de ce qui a été retrouvé. En revanche, les tablettes exhumées depuis 2000 au chantier I proviennent de fosses ou de dépôts perturbés, mais leur contenu montre qu'elles appartenaient originellement au même ensemble. On peut distinguer quelques dossiers cohérents. D'abord, dans les fouilles anciennes, un dossier d'inspection du bétail dans une localité appelée sans doute Béchanoum, qui date de l'éponymie d'Awilia en 1779,
Et puis un dossier de ration de grains postérieur de 2 ans, donc l'éponymie d'Adoubani en 1777. Dans les fouilles récentes, on a affaire exclusivement à des distributions de rations de bière. Dans une mission belge, vous me direz, quoi d'étonnant, mais c'est comme ça. On a bien la mission de Telbazi qui a été menée par des archéologues munichois, dans lesquels on a retrouvé une installation pour fabriquer de la bière. Donc, il faut avoir l'œil pour repérer ça. L'ensemble du dossier a été étudié par Denis Lacambre et on voit que les textes s'étalent sur une durée un petit peu plus longue, 7 années, de l'éponymie d'Ili Telati 1784 à celle de Adoubani en 1777. La bière était destinée aux celliers Kannoum, aux femmes du harem, à des gens de passage et notamment à des dignitaires de Shubat-Enlil venus en l'éponymie d'Adoubani lors de la construction d'un monument commémoratif appelé Ramoum. Alors j'en viens maintenant à la question de l'identification du site. Et je voudrais souligner un premier élément de méthode. Lorsqu'on a affaire à un grand fleuve comme le Tigre ou l'Euphrate, les recherches de géographie historique sont facilitées par le fait qu'un site est mentionné dans les textes en aval d'un autre ou en amont d'un troisième. Et on précise souvent si c'est sur la rive droite ou la rive gauche. Et donc je dirais que la combinatoire est relativement simple. Mais quand on est dans une région de plaine traversée par de nombreuses rivières, comme le triangle du Khabour, eh bien, les choses sont beaucoup plus complexes à établir. Et si un des points du raisonnement se révèle faux, eh bien, tout le château de cartes s'écroule. En ce qui concerne Chagar-Bézard, un toponyme revenait 4 fois dans les textes que Gade avait étudiés avant-guerre. La lecture du premier signe n'était pas certaine, ça pouvait être un B ou bien un OU, les deux signes étant assez proches. Finalement, l'accord s'est fait sur un B, mais il se trouve que le signe B peut avoir 2 valeurs, B ou til. Et donc le toponyme peut se lire soit Béchanim, soit Tilchanim, et on ne peut toujours pas trancher avec certitude. Il faudrait, si jamais c'est Tilchanim, avoir une fois une graphie phonétique où c'est décomposé en Ti-il, Sha-Anniim, et là on serait certain. Gade s'était demandé si ce toponyme ne pouvait pas être le nom de Chagar-Bézard dans l'Antiquité, mais très vite on a compris que ça n'était pas le cas. On a affaire à un centre d'engraissement pour animaux qui était situé juste à proximité de Chagar-Bézard. En revanche, 5 listes enregistraient les rations allouées des membres du personnel de ce qu'on appelle dans les textes la maison de Shubat-Enlil. Et donc on s'est demandé s'il ne fallait pas localiser la résidence de Samsi-Adou à Chagar-Bézard, autrement dit si Chagar-Bézard n'était pas Shubat-Enlil. Ça a été le cas en particulier de Julius Lévy, un spécialiste des archives paléo-assyriennes, dans un article de 1953, et surtout de Jean-Robert Cuper, dans sa thèse de 1957, qui concluait « L'étude combinée des textes de Mari et de Chagar-Bézard plaide éloquemment en faveur de l'identification de Shubat-Enlil avec le site fouillé par Max Mallowan. » Et il a été suivi par Goetze dans son étude d'un itinéraire conservé à l'université d'Urbana-Champaign et par de nombreux autres auteurs. On y reviendra dans 2 semaines. Mais nous savons maintenant que ça n'est pas le cas. Shubat-Enlil est sûrement identifié à Tel Leilan, la proposition ayant été formulée pour la première fois par Margaret Falkner dans un article paru en 1958. En 1963, c'est Van Leer, je ne me rappelle plus son prénom, excusez-moi, qui proposa pour la première fois de localiser Ashnakoum à Chagar-Bézard. Il remarqua en effet qu'Ashnakoum n'était pas mentionné parmi les sites vers lesquels sont expédiées les denrées dont la dépense est comptabilisée à Chagar-Bézard, ce qui est un raisonnement astucieux. Et il a été suivi quelques années plus tard par William Hallow dans son étude de l'itinéraire de Yale qui complète l'itinéraire que Goetze avait déjà publié.
Philippe Talon, pour sa part, avait noté la possibilité que le site soit identifié à Hachoum, comme Jean-Marie Durand et moi-même l'avions envisagé, mais il préférait l'identification à Ashnakoum en s'appuyant sur la lettre ARM5 51. Dis à Monseigneur Yasmaradou, ainsi parle Isharlim, ton serviteur. Tu as envoyé un message au roi, donc à Samsiadou, au sujet des Bédouins qui se trouvent dans le district de l'Idamarats supérieur. Maintenant, voilà que j'ai fait rédiger un inventaire nominal de la population bédouine qui se trouve dans les districts de Nahour, Talhayoum, Kirdarat et Ashnakoum, faisant donc partie du district que je recense, et je l'ai fait porter chez Monseigneur. Talon a fait remarquer que sur les 4 toponymes cités que j'ai soulignés, 3 se trouvent dans les textes de Chagarbazar, mais pas Ashnakoum, ce qui lui a semblé un argument fort pour identifier Chagarbazar avec Ashnakoum. Donc il tient le même raisonnement que Van Leer, mais sur la base d'un texte différent. Je dois, pour terminer, mentionner une hypothèse différente qui a été formulée par le regretté Massimo Forlanini en 2004. Pour lui, Ashnakoum était à rechercher à Tel Ailoun. On reparlera de ce site la semaine prochaine. Le dernier mot a été dit par Denis Lacambre et Adelina Millet-Alba qui ont ajouté différents arguments confortant la localisation d'Ashnakoum à Chagarbazar. On a d'abord des arguments prosopographiques. On a 2 individus qui sont présents dans les textes de Chagarbazar et qui apparaissent également comme ayant eu un rôle important à Ashnakoum à l'époque de Zimrilim, c'est Yakbiadou et Apilsin, on en reparlera. Et puis on a aussi 2 arguments de type géographique. Le fait que Sabanoum soit décrit par Zimrilim comme un site tout proche d'Ashnakoum. Or, d'après les textes de Chagarbazar, on voit bien que Sabanoum est à proximité de l'endroit où sont rédigés les textes. Et puis, par ailleurs, on a un texte de Chagarbazar qui montre que la ville d'Ourgish était, ou Urkish, comme vous voulez, était proche. Or, entre-temps, Ourgish a été localisé à Tel Mozan, à 25 km au nord de Chagarbazar. Et j'ajouterai un dernier argument qui n'a curieusement pas été utilisé par les auteurs de Chagarbazar III. Il est tiré des 2 itinéraires que j'ai déjà mentionnés, qui ont connu sous le titre de The Road to Emar, donc qui ont été publiés par Goetze et Hallo, et récemment réédités par Nele Ziegler. Ashnakoum s'y trouve à une étape d'Ourgish et à 2 étapes à l'ouest de Shubat-Enlil. Alors on a la chance que ces 2 sites, ces 2 villes sont sûrement localisées, comme je l'ai dit, l'une à Tel Mozan et l'autre à Tel Leilan. Et donc, si vous prenez un compas et que vous faites un arc de cercle de 30 km dans un cas et de 60 km de l'autre, eh bien, les 2 lignes se rencontrent à peu près exactement à l'endroit où se trouve Chagarbazar. Je n'ai pas eu le temps de faire des ronds sur le PowerPoint, mais vous pouvez facilement vous les imaginer. Donc, on peut considérer que l'identification est sûre, et on sait par ailleurs comment s'appelait le pays dont Ashnakoum était le chef-lieu. Il s'agit du Soumoum. On va passer maintenant donc à l'écriture de l'histoire d'Ashnakoum, qu'il faut séparer nettement en 2 périodes, celle du royaume de Haute-Mésopotamie d'une part, et celle du règne de Zimrilim qui suivit d'autre part. En effet, pour la première phase, on dépend presque exclusivement des tablettes trouvées sur place, tandis que pour la période plus récente, eh bien, rien n'a été trouvé lors des fouilles de Chagarbazar, et donc on retrouve une situation analogue à celle qu'on a rencontrée à Toutoul. C'est uniquement grâce aux archives de Marie qu'on peut retracer ce qui s'est passé à l'époque de Zimrilim. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, Ashnakoum était un centre provincial important, et pour nous, l'intérêt, c'est le fait que Tel Leilan, l'antique Shubat-Enlil, donc résidence principale de Samsiadou, eh bien, n'a pas livré pour cette époque une documentation aussi abondante que ce qu'on aurait pu espérer. Donc, un site qui est
pas trop loin de Tel Leilan, permet d'apporter des renseignements supplémentaires. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ces textes, trouvés à Chagar-Bazar, permettent de dresser le portrait d'un gouverneur dans son palais. En effet, le personnage principal des archives découvertes à Chagar-Bazar s'appelait Sinikisham. Son importance se voit notamment dans le fait que le responsable du service des grains, qui s'appelait Baltou Kachid, a déroulé ces 2 sceaux sur de nombreuses tablettes, et les 2 sceaux qu'il possédait avaient une légende identique, ainsi formulée, Baltou Kachid, serviteur de Sin-Ikisham. Alors, au passage, ça conforte ce que j'ai écrit depuis longtemps, c'est-à-dire que le propriétaire d'un sceau peut être décrit sur la légende de celui-ci comme serviteur d'un individu qui n'était pas roi, parce que Sin-Ikisham n'était pas roi, et par ailleurs, il se trouve que le Louvre a acquis vers 1855 un sceau qui a pour légende Sinikisham, fils de Bour Addou, serviteur de Samsi Addou. Eh bien, ce Sinikisham pourrait bien être notre homme, serviteur de Samsi Addou. Il avait lui-même des fonctionnaires sous ses ordres qui se définissaient comme serviteurs de Sinikisham. Ce notable bénéficiait d'une demeure qui ressemblait à un palais royal, mais à taille réduite. L'analyse des listes de rations de grains datant de l'éponymie de Adoubani a permis à Denis Lacambre et Adelina Millet-Alba de retrouver une organisation très semblable à celle que Nelle-Ziegler avait décrite pour le palais de Marie dans son livre de 1999, mais à plus petite échelle. On trouve d'abord 3 chambrières, 5 économes dont une femme scribe, 16 ou 17 meunières selon les registres, 3 ou 4 glaneuses et 5 ou 6 portières. On trouve ensuite des rations distribuées aux membres de 4 familles de serviteurs du roi, donc de Samsi Addou, à savoir Sinikisham, Zimri Erar, Hadni Addou et Sabiyatoum. On trouve également dans ces archives 5 textes de repas de l'homme, Naptan Awilim, à comprendre comme les repas du maître de maison. Comme je l'avais indiqué à propos du devin Askoudoum de Marie en 1985, il s'agit de textes équivalents au repas du roi, bien connu dans le palais de Marie. Les maisons des hauts dignitaires reproduisaient l'organisation des palais royaux jusque dans leur recours à l'écrit, et la demeure de Sinikisham en fournit un nouvel exemple. Il en va de même pour la comptabilité séparée des dépenses de bière. Celle-ci était livrée en un lieu défini comme le Kannoum et était destinée à une consommation immédiate. Je rappelle que la bière, à cette époque, au contraire du vin, ne pouvait pas être conservée. Et on a un des 3 échansons de Sinikisham qui fournit un bel exemple d'onomastique aulique puisqu'il s'appelait Samsi Addou Tukulti, c'est-à-dire Samsi Addou est mon secours. Les nombreux textes de distribution de rations de bière découverts en 2002 ont révélé un autre aspect de la demeure de Sinikisham, l'existence d'un harem très semblable à celui du palais de Marie dans sa structure. Sinikisham avait 2 épouses principales, 5 épouses secondaires, et on trouve aussi des rations pour 10 grandes musiciennes et 23 musiciennes ordinaires. Et on voit par ailleurs que Sinikisham avait 9 garçons et 2 filles. Le palais dans lequel vivaient toutes ces personnes était surveillé par des gardes qualifiés d'élamites, selon une nomenclature qu'on connaît aussi à Marie, où des élamites formaient la garde personnelle de Yasmaradou. Et pendant longtemps, on n'a pas su si ce terme devait être pris dans un sens ethnique précis, ou s'il correspondait aux Suisses, naguère sacristains dans nos églises. J'ai le souvenir, dans la paroisse que je fréquentais dans mon enfance, d'un Suisse qui était basque. Et je me rappelle même, il s'appelait M. Etchegaray.
Et je ne sais pas si les gardes élamites du palais de Sinikisham avaient une aussi fière allure que les Suisses de nos églises qui étaient habillés de cette manière. Il y en a un qui a ressorti un costume en Bretagne récemment. Denis Lacambre a récemment tranché cette affaire dans un très bel article sur la garde royale et les gardes du corps du roi Zimrilim. En fait, la désignation renvoie à une arme particulière, un arc complexe qui pourrait être d'origine élamite, d'où le nom donné aux archers qui en étaient équipés. On a donc affaire à un pseudo-ethnique, et Denis Lacambre cite le parallèle des Tarentinoi, à l'époque hellénistique. C'étaient des cavaliers qui combattaient selon une technique inventée à Tarente, mais ensuite pratiquée par des gens qui n'avaient aucun rapport avec cette ville. Quel était le statut de Sin-Ikisham ? Eh bien, aucun texte ne donne son titre. Denis Lacambre avait initialement pensé qu'il était le gouverneur, chapitum, de Ashnakum, mais deux textes découverts à Chagarbazar mentionnent un certain Apilsin avec le titre de chapitum, et ce, à des dates où Sinikisham est attesté. Et donc, il est impossible de faire de l'un le successeur de l'autre. Et donc, Denis Lacambre est resté embarrassé par ce problème, et il a fini par proposer qu'il ait existé une organisation à deux niveaux. Apilsin aurait été le gouverneur local et Sinikisham aurait été une sorte de super-gouverneur. Il s'appuyait sur les exemples de Hatzidanum et Sintiri. Mais ça me semble assez peu vraisemblable parce que, précisément, Hatzidanum était responsable d'une grande région située autour du Djebel Sinjar, tandis que Sintiri gouvernait la Grande Marche située à l'ouest du royaume de Haute-Mésopotamie, alors qu'avec Ashnakum, on se situe au cœur même du royaume de Haute-Mésopotamie. Donc, j'aurais une autre solution à proposer, mais sans être sûr d'avoir raison. Je me demande si Apilsin n'aurait pas été le gouverneur d'un district voisin. Il n'apparaît que deux fois à Chagarbazar et à des dates très rapprochées. Autrement dit, ces deux textes témoigneraient simplement d'un séjour à Ashnakum qui aurait duré moins d'un mois pendant l'éponymie d'Awilia. Et c'est durant ce séjour qu'il aurait participé de concert avec Sinikisham à l'inspection du centre d'engraissement voisin de Béchanoum. La suite permettra de voir si c'est juste ou pas. Je signalerai pour terminer deux éléments. D'abord le fait que Sinikisham jouissait d'un domaine à Ekallatum pour lequel travaillaient une cinquantaine de personnes. C'est un phénomène qui a été étudié par Pierre Villard. On voit que Yasmaradou lui-même avait un domaine à Ekallatum, et c'était le cas d'autres dignitaires. Et puis, il me faut rappeler l'existence d'un endroit moins agréable que le palais, c'est-à-dire le Néparoum, ce terme qu'on traduit souvent par ergastule, et dont les données de Chagarbazar ont été récemment étudiées par Denis Lacambre et Julie Patrier. Mais je voudrais maintenant braquer le projecteur sur un moment privilégié de l'histoire d'Ashnakum à Samsiadou. Celui-ci éprouva le besoin de faire le point sur les hommes disponibles pour les opérations guerrières et il a donc organisé un grand recensement. Il avait surtout pour but de mettre à jour les rôles de conscription en raison des pertes dues aux épidémies, aux guerres et aux révoltes des années précédentes. Ce recensement commença par les régions d'Ekallatum et de Shubat-Enlil, donc de l'est vers l'ouest, et vint ensuite le tour du royaume de Yasmaradou. Les archives de Chagarbazar, provenant des fouilles anciennes, contiennent de nombreux documents liés à cette opération, et les textes permettent de distinguer deux phases différentes. Dans un premier temps,
c'est la population sédentaire, et plus précisément donc les hommes recrutables pour le service militaire qui furent recensés par deux généraux, Sintiri et Isharlim. Et puis, dans un deuxième temps, Yasmaradou et ses administrateurs ont recensé la population nomade, éventuellement mobilisable. Les généraux Isharlim et Sintiri arrivèrent le dernier jour du mois 6 de l'éponymie d'Adoubani à Chagarbazar et ils y restèrent au moins une semaine. Et le 6 du mois 7 eut lieu un grand festin organisé par Isharlim et pour les gens du district de Kirdahat, 2770 hommes reçurent de la nourriture. Par ailleurs, Sintiri, qui était encore présent le 4 du mois 7, avait déjà quitté la ville 2 jours plus tard et il a sans doute continué son activité dans d'autres villes, situées plus à l'ouest. Et Isharlim partit à son tour le lendemain du festin, c'est-à-dire le 7 du mois 7. Après avoir achevé le recensement du district, Isharlim envoya à Yasmaradou la lettre ARM 551 que j'ai lue tout à l'heure à propos de la localisation de Ashnakoum. Et puis, nous avons une deuxième phase. 2 mois plus tard, c'est Yasmaradou qui arrive à Chagarbazar où sa présence est attestée entre le 4 et le 15 du mois 9 de la même éponymie d'Adoubani. Il était accompagné par un scribe appelé Machoum qui a déroulé son sceau sur presque toutes les tablettes de dépenses de grains rédigées à ce moment-là. Malheureusement, les autres personnes de la suite du roi de Mari ne sont pas nommées. Et on voit donc que Yasmaradou a recensé la population nomadisante. Et le dernier jour de son séjour à Chagarbazar a eu lieu un autre festin, cette fois réunissant Yasmaradou et les Bédouins. Alors le nombre de ceux-ci n'est pas indiqué, mais la nourriture distribuée correspond aux rations de 3250 personnes. Et le lendemain, Yasmaradou partit de Chagarbazar. Donc on en a un dossier très riche et qui est intéressant pour la démographie historique. On peut en retenir que dans ce district, le nombre de nomades mobilisables, 3250, était plus élevé que celui des sédentaires, dont le chiffre est seulement de 2770. Alors bien entendu, la question qui se pose une nouvelle fois, c'est celle du coefficient par lequel il faut multiplier ces chiffres pour avoir une idée de la population totale. Je pose le problème et je laisse à un autre moment et à d'autres le soin de le régler. On arrive maintenant à l'époque de Zimrilim. Après la chute du royaume de Haute-Mésopotamie, toutes les petites principautés locales ont repris leur indépendance, et ça a été également le cas d'Ashnakoum. La fouille n'a repéré aucun signe de destruction brutale qui aurait marqué la fin de la domination des Écalatéens. Mais la césure a entraîné l'arrêt des archives palatiales sans que, malheureusement, d'autres écrits aient pris le relais en d'autres lieux sur le site, du moins dans l'état actuel des fouilles. Et c'est donc uniquement à l'aide des archives de Mari que l'histoire d'Ashnakoum, pendant le règne de Zimrilim, peut être reconstituée. Et j'ai découpé cette histoire en 4 moments, en fonction des 4 rois principaux d'Ashnakoum pendant la période, Yagbi-Addou, Sammetar, Ishmeadou et Shadoum Laboua. On possède une lettre d'un certain Yagbi-Addou qui écrivit à Zimrilim comme à un égal. Dit à Zimrilim, ainsi parle Yagbi-Addou, ton frère. Les anciens avant nous, qui avaient passé accord entre eux et dont les chefs s'étaient mutuellement unis, étaient autrefois, Hadnilim avait assuré la protection de ton grand-père. La maison de Mari et la maison d'Ashnakoum ne formaient qu'un seul doigt. L'Idamarats et les Hana, c'est-à-dire les Bédouins, ont un lien de fraternité depuis longtemps. Alors on a ici un bel exemple de rappel historique, classique, lorsque 2 rois cherchaient à nouer une alliance, et j'en ai donné de nombreux exemples, on remarque le parallèle entre l'Idamarats,
le nom qui regroupe l'ensemble des royaumes de la région et donc des sédentaires, et puis le terme de Khana, par lequel sont désignés les Bédouins, éleveurs de petits bétail, qui nomadisent dans la région. Donc on retrouve ici la même dichotomie que ce qu'on avait à propos du recensement. Yakbiadou poursuivit. Mais Hammurabi, rien à voir avec le roi de Babylone ici, vous allez voir, de façon mal avisée peut-être, délaissa le pan de l'habit de Yardunlim, c'est-à-dire l'alliance avec Yardunlim, le roi de Mari, et prit le pan de l'habit des Écalatéens. Il y perdit la vie. À présent, et puis ensuite il y a une lacune. Donc c'est un passage très intéressant parce que dans le contexte, Hammurabi ne peut être que le roi d'Ashnakum, contemporain de Yardunlim, qui choisit de quitter l'alliance avec Mari pour en conclure une avec quelqu'un d'autre. C'est cassé, mais la restitution écalatéen est très vraisemblable, donc alliance avec Samsiadou, et ce changement d'alliance entraîna sa mort, sans qu'on nous donne plus de détails. Après une lacune, la lettre reprend. Autre chose, j'ai écouté ta tablette que tu as fait porter. Toi, ne vaux-tu pas mieux que les Touroukéens ou bien Kadal-Chéni? C'est vraiment toi, notre frère, et c'est nous, tes frères, et tout l'Idamarats est ton frère. Désolé, la fin de la citation a sauté à l'écran. Le passage est intéressant puisque, implicitement, Yakbiadou considère Ashnakum comme représentant tout l'Idamarats, alors que, par symétrie, Zimrilim apparaît comme le chef des Bédouins, Khana. Yakbiadou poursuit sa lettre à Zimrilim en ces termes : « Toi, dès que tu te seras rassemblé, mets-toi en route. En outre, fais-moi porter une réponse à ma tablette. Alors oui, nous nous rassemblerons à Ashnakum. En outre, le grain qui se trouve dans le pays, c'est nous qui le détenons. Mais les Ben-Simalites, eux tous, pourront vivre dessus. Si tu parles avec moi en vérité, écoute ma présente tablette et rejoins-moi vite afin que nous expulsions ces hommes. » Ces hommes, ce sont manifestement les Touroukéens dont il était question plus haut dans la lettre, sans doute le reste de ceux qui s'étaient révoltés contre Samsiadou et qui étaient à ce moment-là soutenus par Adal-Chéni, le roi de Burundum. Yakbiadou avait donc besoin de l'aide de Zimrilim pour chasser ces gens de son royaume. Et on voit ici à quel point la richesse en céréales de cette zone de Piémont est mise en avant par le roi d'Ashnakum pour obtenir l'aide de celui qui commandait aux guerriers nomades de la région appartenant à la tribu des Simalites et qui, eux, étaient des pasteurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Yakbiadou est très vraisemblablement attesté dans les archives de Chagar-Bazar quelques années auparavant. On a un document qui date du mois 1 de l'éponymie de Nimersine qui enregistre des dépenses de bière, dont une jarre piroum de bière de bonne qualité, ration de Yakbiadou, le fils du palais. Yakbiadou était donc sans doute un membre de la noblesse d'Ashnakum, réduit à l'état de fonctionnaire sous le règne de Samsiadou, qui a profité de l'effondrement du royaume de Haute-Mésopotamie pour redonner son indépendance à sa ville en montant sur le trône. Mais son règne n'a pas duré 3 ans sans que nous ayons d'informations sur sa fin. C'est avec son successeur Sammétar que le royaume d'Ashnakum connut son apogée. Au départ, Sammétar est mentionné à Mari avec d'autres prétendants au trône, Madaroum, dans un texte comptable qui est connu par 3 duplicats, qui enregistre des dépenses d'habits par Mukanichum et qui date du mois 10 de la 3e année de Zimrilim, et qui commence ainsi: un grand habit Utba Sammétar, un habit Utuplum de 2e qualité Shubram, un habit Utuplum de 2e qualité Tamarzi, un habit Utuplum de 2e qualité Yarniya, un habit Utuplum de 2e qualité Yatar Malik. Eh bien, il semble que certains, au moins, de ces personnages aient alors prêté serment de fidélité à Zimrilim, qui les reconnut comme roi. Mais 4 d'entre eux
était déjà qualifiée comme telle dans la lettre du gouverneur de Katunan, Illushunatsir, qui annonçait leur venue dans la capitale, donc quelques jours avant que le document administratif soit rédigé. À Monseigneur dit ceci, ainsi parle Illushunatsir, ton serviteur, la ville de Katunan et le district vont bien. Samétar, roi d'Ashnakum, Tamarzi, roi de Tarmani, Shubram, roi de Kirdarat, Iturmalik, roi de Shudurum, ce sont 4 rois du pays d'Idamarats qui, avec Laoum, fils de Yabourrouran, vont de chez les Bédouins vers Monseigneur, que Monseigneur le sache. Ce Samétar était sans doute un usurpateur, car une lettre inédite d'Itourazdou mentionne une révolte des habitants d'Ourguiche et de Chinar contre Samétar. Or, c'était un fils de Yakbiadou, le premier roi d'Ashnakum, qui était à leur tête. Il semble même que, pendant quelque temps, Samétar ait été chassé d'Ashnakum par un certain Nahri. C'est peut-être lui le fils de Yakbiadou, on n'en sait rien, mais en tous les cas, il récupéra rapidement son trône. Et à une date que nous ignorons, Samétar eut l'honneur de recevoir une fille de Zimrilim comme épouse. On verra la semaine prochaine à quel point c'est quelque chose d'important. Finalement, Zimrilim choisit de faire de Hayasumu, le roi d'Ilansura, le principal souverain de la région. Et Samétar d'Ashnakum n'accepta pas de le reconnaître comme son supérieur, comme l'indique cette lettre. Tous les rois se sont rassemblés à Nahur devant Hayasumu, et dans leur assemblée, ils ont dit ceci: il n'existe pas d'autres seigneurs et pères que Zimrilim et Hayasumu. Nous ferons tout ce que dit notre seigneur Zimrilim. Voilà ce que ces rois ont dit dans leur assemblée. Donc on a un système à 3 degrés. Au sommet, le seigneur Zimrilim. En dessous, Hayasumu, qui est le père de tous les rois qui jurent fidélité. Et la lettre continue. Or, Samétar n'est pas venu à l'assemblée de ces rois. Autrement dit, il a refusé de reconnaître Hayasumu comme son père. Il voulait être directement rattaché à Zimrilim. Et Chaknou continue en précisant, Samétar médite de mauvais coups et il ne cesse de créer la discorde entre les rois de l'Idamarats. Eh bien, on aurait aimé évidemment que la lettre nous donne la liste de tous ces rois qui se sont rassemblés à Nahur. On voit en tout cas donc que Samétar n'accepte pas l'hégémonie de Hayasumu sur l'ensemble de l'Idamarats. Eh bien, il a été bien puni parce que, au moment où les armées à la solde de l'empereur élamite ont envahi la haute Mésopotamie en l'année 10 de Zimrilim, il a été mis à mort. C'est ce que raconte le roi d'Ashlaka Ibaladou dans une diatribe enflammée. Quel est celui qui a saisi le pan de l'habit de ton seigneur, c'est-à-dire de Zimrilim, et qui a pu survivre? Sabougani, le sire d'Amaz, avait saisi le pan de l'habit de ton seigneur, mais on lui a réglé son compte. Il n'a pas eu de sauveur. Pourquoi Zimrilim, ton seigneur, ne l'a-t-il pas sauvé? Samétar, le sire d'Ashnakum, lui qui avait épousé une sœur de Zimrilim, les gens de, et puis il y a un nom de lieu, l'ont mis dans un sac et l'ont livré à la main de l'Élamite. Pourquoi ton seigneur ne l'a-t-il pas sauvé? Yahouila, le sire de Talhayoum, lui que Zimrilim avait installé à la royauté, l'ennemi est venu lui régler son compte dans sa propre demeure. Pourquoi ton seigneur ne l'a-t-il pas sauvé? Aujourd'hui, Shubram, sans compter ses gens, lui qui tient le pan de l'habit de votre seigneur. Eh bien, Samsi-Hérar, un parvenu, a pillé ses biens et sa maison. Pourquoi ton seigneur ne l'a-t-il pas sauvé? Quant à moi-même, un jour ou l'autre, vous devrez me sauver. Or, quelle personne qui a saisi le pan de votre habit a-t-elle pu vraiment survivre? Un morceau d'une éloquence qui me dispense de tout commentaire. Alors, on connaît le successeur de Samétar sur le trône d'Ashnakum. Il s'appelait Ishmé-Adou. Et son sort n'a pas été plus enviable que celui de son prédécesseur. Je lui ai consacré un article il y a plus de 30 ans.
Donc cet individu a été manifestement installé sur le trône d'Ashnakoum par les Élamites suite au meurtre de Samétar, et il écrivit peu après une lettre au roi d'Ashlaka Ibaladou, dont on vient de lire la diatribe hostile à Zimrilim. Donc voici ce qu'écrit Ishméadou. « Je suis monté sur le trône de la maison de mon père », ça ne veut pas dire qu'il était légitime, on trouve la formule en dehors de succession dynastique, et j'ai été très occupé. C'est pourquoi je ne t'ai pas envoyé de mes nouvelles. À présent, tu es mon frère. En dehors de toi, je n'ai pas d'autre frère. Ville ou prince que tu prendras en vassalité, littéralement dans ta main, je contracterai alliance avec eux, n'aie pas d'inquiétude. Ton trône est vraiment ton trône. Je tiens sous mon pouvoir Adou Shamash, il y a un problème. Je me charge des Élamites et du sire d'Eshtouna, n'aie pas d'inquiétude. Tant que toi et moi serons en vie, tu siégeras pour toujours sur ton trône. Jurons entre nous un serment solennel. Toi et moi, rencontrons-nous et établissons entre nous des relations fraternelles pour toujours. Réjouis-toi, que ton cœur n'ait nul souci. Mon maître, l'empereur des lames, a entendu mon serviteur et il m'a dit, puis il y a une petite cassure, si tu as un désir, envoie-moi un tel, écris-moi ton rapport complet. Donc vous voyez ici le souci d'Ishméadou de se faire accepter par son puissant voisin Ibaladou sans que celui-ci s'inquiète, mais en traitant avec lui sur un pied d'égalité. Et par ailleurs, Ishméadou ne cachait pas son allégeance à l'envahisseur élamite, contre lequel, je vous rappelle, les rois de Babylone, Mari et Alep s'étaient coalisés, on a déjà eu l'occasion de le voir. Finalement, Ishméadou eut la tête tranchée. Itourazdou avait prévenu Zimrilim que l'affaire se préparait. Précédemment, Terrou, le roi d'Ourguish, m'avait écrit en ces termes « En contrepartie des fautes que j'ai commises envers mon Seigneur, à présent, je veux faire un coup d'éclat pour mon Seigneur. Je vais couper la tête d'Ishméadou et l'envoyer à mon Seigneur. » Voilà ce qu'il m'avait écrit, et j'avais écrit à mon Seigneur cette nouvelle. Donc ce projet se réalisa, et selon la coutume de l'époque, on fit en effet porter la tête comme un trophée au roi de Mari pour qu'il se réjouisse de la disparition du traître pro-élamite. Un serviteur de Shadoum Laboua, frère de Samétar d'Ashnakoum, un serviteur de Terrou d'Ourkish et un serviteur de Hamikoun de Choudorum ont fait parvenir à Sagaratoum la tête d'Ishim-Adou, c'est une autre façon d'écrire Ishméadou, d'Ashnakoum. Je leur ai demandé des nouvelles, ils m'ont répondu en ces termes, c'est un petit peu cassé, la troupe d'Atamroum est entrée à Ashnakoum, Terrou et Hamikoun l'ayant appris, allèrent à Ashnakoum et tuèrent Ishimadou. Ils ont fait sortir la troupe d'Atamroum, et puis ensuite, on a à nouveau une cassure. C'est donc une coalition de 3 rois de la région qui réussit à mettre à mort le traître. La fin de l'histoire d'Ashnakoum à l'époque de Zimrilim a été reconstituée par Jean-Robert Cuper. Elle a vu une rivalité exacerbée entre 2 personnages. On a d'un côté Shadoum Laboua, dont on vient de voir qu'il était le frère de Samétar, qui a cherché à mettre à profit la disparition d'Ishméadou pour restaurer sa dynastie en montant sur le trône d'Ashnakoum, mais il a eu un compétiteur nommé Ilissoumou qui a bénéficié de nombreux soutiens. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire qui est extrêmement compliquée et qu'on peut suivre presque semaine par semaine, mais je ne résiste pas à la tentation de citer, pour terminer, une des lettres de Shadoum Laboua à Zimrilim. « J'ai écouté la tablette que mon Seigneur m'a fait porter. Je ne cesse d'écrire continuellement à mon Seigneur à propos de l'envoi de troupes chez moi. Mais mon Seigneur ne m'envoie pas de troupes et il ne renforce pas sa ville, disant « Voilà que j'ai écrit au chef des nomades, le Merhoum t'enverra des troupes. » Mes serviteurs se sont fatigués à force d'aller chez le Merhoum, et j'ai épuisé l'argile d'Ashnakoum pour les tablettes que je fais porter sans relâche, mais il ne m'envoie aucune troupe. Donc plus de matière première pour écrire des lettres, plus de serviteurs en état de les acheminer à leur destinataire. L'image est, vous l'avouerez, assez saisissante. Le cas d'Ashnakoum, tout comme celui de Toutoul, est bien intéressant
par la combinaison qu'il permet de données provenant de textes découverts lors de la fouille localement et d'autres issus des archives de Marie. Et dans les deux cas, les textes locaux remontent à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie et sont uniquement de nature administrative. L'histoire d'Ashnakoum sous le règne de Zimrilim, comme celle de Toutoul, ne peut au contraire être reconstruite qu'à partir des archives de Marie. Et le bilan que l'on peut tirer de ce bref aperçu est clair. La région du triangle du Khabour, après que Samsiadou ait cessé de la gouverner d'une main de fer, sombra dans des querelles de clochers dont je suis loin d'avoir donné tous les détails. Elle démontre en tout cas la prospérité de la région sans laquelle de telles entreprises militaires n'auraient pas été possibles. Mais nous verrons la semaine prochaine que ces conflits entraînèrent peu à peu le déclin de certaines villes comme Nahour. Je vous remercie de votre attention.